Bonjour à nos amis de Culture Business, bonjour à nos téléspectateurs de Canal 10. Très heureux de vous retrouver comme chaque samedi dans cette émission qui se veut une émission d'information, de conscientisation, mais une émission aussi, comme son nom l'indique, où on va planter des graines. Planter des graines pour faire en sorte que notre vision, notre réflexion sur l'économie soit une réflexion qui soit par rapport à notre pays, à notre Guadeloupe aimée. On aimerait qu'on comprenne que justement à travers les éléments de l'histoire qui nous ont conduit nos parents à nous envoyer vers le fonctionnariat, petit à petit, comme ça. Et aujourd'hui qu'on comprenne que par rapport aux problématiques de ce pays, il est important qu'on se tourne vers l'économie, que nos enfants abordent cette question très très jeune, très tôt. Donc alors nous, la dimension culture business, le cas de culture business, c'est censé dire que nous voulons développer, aller vers l'économie, mais avec une idée personnelle, une idée qui nous est propre, une identité, qui est celle de Karukera, faire de l'économie en mode Karukera. Alors depuis un an, nous allons fêter le premier anniversaire de Culture Business la semaine prochaine. Donc nous nous attelons à faire en sorte de rester dans cette dynamique, de faire en sorte qu'on ait un langage vrai. Comme je dis souvent à nos invités, on n'est pas là pour polémiquer ou faisons des états des lieux. Où en sommes-nous sur tel sujet? Quelle est la question? Quelle est la problématique? Comment en sortir? Quelle est la projection? Comment faire de la prospection? Voilà un peu notre orientation à Culture Business. Alors, pour m'accompagner, comme chaque samedi, Madame France-Aimée Coquin, bonjour. Bonjour Patrice. Comment tu vas? Bonjour, bien? Je vais très bien. Oui, très bien. On était associés, violet, pas mal. Oui, tu as vu ça? N'est-ce pas? Ouais, ça, on n'a même pas fait exprès. Non, je vais très bien. Toujours heureuse de participer à cette émission, de valoriser nos talents, parce qu'on en a. On le dit souvent. Énormément. Alors, c'est le moment. En tout cas, si vous n'êtes pas connecté, connectez-vous. C'est bon, c'est le moment. Très bien. Alors aujourd'hui, nous avons décliné cette nouvelle saison en émission projet, émission portrait aussi. Donc il y a la partie, on va prendre un dossier, comme nous avons fait sur la question de l'après-Fiona, comment concevoir l'habitat, comment imaginer une Guadeloupe face à ces problématiques qui seront régulières, hein, il faut se le dire. Et dans la partie focus, nous allons recevoir une personnalité, jeune ou moins jeune, quelqu'un qui, selon nous, à notre regard, fait un parcours exemplaire, quelqu'un qui a des choses à dire, quelqu'un qui, à travers son action, sa vision, peut stimuler les autres, puisque notre objectif... Inspirer. Voilà. Inspirer les autres. Voilà, inspirer. C'est surtout ça. Je rappelle aussi qu'à travers notre rubrique « Un jeune, un parcours », dans cette émission, l'idée aussi, c'est que les jeunes de la diaspora, ceux qui nous regardent, qui regardent beaucoup Canal 10, parce que Canal 10 est très très regardé à l'international, puisqu'ils sont sur le câble. Ceux-là aussi qui très souvent ont quitté le pays par rapport à des questions pour faire les études, des questions de débouchés, mais qui ont cette envie souvent de revenir au pays, mais on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas où, on ne sait pas vers quoi. On se dit, il y a beaucoup d'idées reçues. Tout le monde dit, c'est compliqué, pas ni travail, qu'on va virer fait là. Mais on dit pas ni travail, c'est ce qu'on nous dit. Mais on se rend compte que d'autres personnes viennent ici chaque année, les avions sont remplis, s'il n'y avait pas de travail, il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe. Donc, nous allons leur permettre, nous, à travers nos émissions, d'avoir un regard, une petite entrée dans les différentes filières pour qu'ils comprennent comment ça marche et qu'ils voient par rapport à leur cursus si c'est possible, si ce n'est pas possible. Maintenant, quand ils viennent en vacances, c'est à eux aussi de faire. On n'est pas là que pour faire. Qui a dit ça? Hein? Voilà, même si on vient en vacances, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu la famille, bon, on ne va pas faire que baisser, ramasser, machin. Bon, il faut aussi venir à Jarry, venir dans les zones où il y a l'activité, aller visiter des communes qui ont cette énergie-là, rencontrer les communautés d'agglomération, puisque c'est elles qui ont des compétences économiques, aller sur le site de la région, proposer aussi. Proposer, parce qu'il y a des choses à proposer. D'accord. C'est ce que nous avons retenu de notre dernier entretien avec M. Wachter. Oui. Il manque des propositions. On dit qu'il n'y a pas de travail, mais sur les CV, on n'a que des gens qui viennent d'ailleurs. Il n'y a pas de gens locaux qui posent des CV. Qu'est-ce qui se passe? Oh là! Et je suis sûre qu'il y a des Guadeloupéens et des Guadeloupéennes de niveau, avec les diplômes, qui pourraient être là. J'en suis sûre. Voilà, en parlant de Guadeloupéens, Guadeloupéennes avec des diplômes et qui ont une vision, on reçoit aujourd'hui
Avec grand plaisir, Rachel Lolia. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Alors, cette émission était consacrée. On va aller un peu plus loin, comprendre qui tu es, découvrir ta personnalité et surtout ta vision pour le monde de l'entrepreneuriat. En français, mais si tu as 2 mots d'introduction à lui dire. Rachel, c'est quelqu'un que j'ai connu au tout début. On se rencontrait assez souvent et puis on s'est séparés, nos chemins se sont séparés, mais c'est toujours quelqu'un qui a été ouverte. Si je me rappelle, c'est toujours ça, l'ouverture. Et des fois, il y a certaines personnes de mon entourage qui me disaient « Mais qu'est-ce que tu vas faire là? Il n'y a que des jeunes. » Mais j'ai justement ce que j'aimais, c'est parce qu'il n'y avait que des jeunes, beaucoup plus jeunes que moi, on va dire ça. Et ça impulse. Et c'est ça que c'est l'image que j'ai d'elle, en fait. Et le parcours le constate que c'est ça, quoi. Voilà. Alors, on te connaît notamment sur l'aventure Type au pays, donc qui est bien marketée. On voit sur les réseaux, tu es très présente. Alors, on va déjà te laisser dire bonjour aux téléspectateurs et ensuite, on viendra un peu sur des questions un peu plus personnelles pour te présenter. Pas de souci. Donc déjà, bonjour aux téléspectateurs de Canal 10. C'est toujours un plaisir de revenir sur votre plateau, parce qu'à chaque fois, c'est toujours différent. Et c'est ce qui est super intéressant. Alors, pour me présenter de manière très succincte, je m'appelle Rachel Lolia, je suis guadeloupéenne, j'ai 34 ans, je suis aussi mère de 2 enfants. De formation, je suis biologiste en nutrition alimentation. Je suis aussi ingénieure en communication scientifique. Et je suis entrepreneur et chef d'entreprise. Voilà. Qu'est-ce que c'est que la communication scientifique? Alors, la communication scientifique, elle est à plusieurs niveaux. Souvent, on la connaît sur l'aspect vulgarisation, un peu comme E égale M6, et puis voilà, ce n'est pas sorcier, c'est pas sorcier, voilà, qui a pour objectif de rendre accessible l'information dite scientifique, qui est parfois un peu technique, bien, et faire en sorte que tout le monde puisse comprendre, même celui qui n'a absolument aucune notion. Ensuite, on a d'autres niveaux qui sont un peu plus centrés entre des pairs, entre des personnes qui comprennent ce qu'ils disent entre eux. Donc, ça peut être entre scientifiques, ça peut être aussi entre décideurs. Par exemple, s'il y a un enjeu, ça peut être économique ou de santé publique, etc. Souvent, on va regarder ce que les scientifiques disent pour pouvoir l'adapter à une stratégie de développement. Donc, moi, je suis l'intermédiaire entre tout cela, où c'est comme si je traduisais sur les 2 mondes. Voilà, je traduis les informations, exactement, je traduis les informations scientifiques pour les rendre plus accessibles en fonction des objectifs et en fonction surtout des cibles. Très bien. Très bien. Alors justement, concernant ton cursus, déjà tu t'es présenté au niveau de l'environnement familial. Papa et maman, ils sont dans le monde de l'entrepreneuriat. Tu es l'aîné dans une famille. Présente-nous un peu. Pas de souci. Oui. Donc nous sommes 2. J'ai un frère qui est très calé aussi. On ne le voit pas beaucoup, mais il maîtrise. Et mes parents ne sont pas entrepreneurs, mais en même temps si, puisqu'ils sont libéraux. Donc c'était des professionnels de santé. Okay. Et donc j'ai toujours eu ce côté, si on ne bosse pas, on travaille, on ne touche pas. Donc ça, pour moi, ça a toujours été voilà, la culture du travail, ça a toujours été quelque chose de très développé, puisque au-delà de mes parents, mes grands-parents aussi étaient indépendants. La plupart des personnes dans mon environnement le sont aussi, souvent dans le secteur de la santé. Et donc, voilà, on n'a pas peur de travailler, d'une certaine manière, mais c'est très important d'aimer ce qu'on fait. Donc, du coup, voilà, ce sont des notions qui m'ont été inculquées. Et en termes d'éducation, depuis toute petite, j'ai toujours été très ancrée à mon pays. Donc, consommer local, c'était naturel. J'ai grandi avec mes arrière-grand-mères. Ah oui. Voilà, donc chance, oui, les plantes médicinales, etc. Donc, ce sont des choses qui m'ont été transmises, que je transmets aussi à mes enfants. Et ce que moi j'ai apprécié jusqu'à maintenant, c'est que pour autant, se connaître son identité, avoir son ancrage, donc son enracinement concrètement, n'a jamais empêché d'avoir une ouverture d'esprit vers l'ailleurs. Parce qu'on a aussi, moi j'aime beaucoup voyager, donc pendant un temps j'étais nomade, donc je voyageais. J'allais en fait découvrir des populations, des modes de vie, des cultures, pour déjà apprendre sur l'autre, mais surtout apprendre sur moi-même et me rendre compte aussi de ce que j'ai, entre guillemets. Et donc, j'ai toujours été très au fait de la valeur et de l'authenticité de ma culture et de mon pays. Et je suis passionnée, du coup, des aliments et de la biodiversité locale et tropicale.
Voilà. Fansemé. Comment être guadeloupéenne et nomade? Comment ça vient l'idée? Comment ça se passe? Je pense qu'il n'y a pas d'ambivalence en fait. On peut être guadeloupéenne ne m'empêche pas d'être aussi citoyenne du monde. Donc je connais mon ancrage, je sais d'où je viens, je sais qui je suis. Mais je peux trouver entre guillemets mon foyer ou d'autres endroits où je puisse aussi me sentir bien de par ce qu'on m'apporte. Une chose qui m'a marquée au fil de mes voyages, c'est que justement, alors moi je voyage essentiellement sur la zone tropicale, puisque Voilà, c'est la c'est ça. zone tropicale qui m'intéresse, la chaleur. C'est important cette précision. Enfant du Et, soleil. oui, du soleil. C'est marrant ça. Et au final, la diversité était aussi intense que la similarité en fait. Et donc au final, par exemple, la Martinique, la Guyane, les autres îles de la Caraïbe, ou encore l'Afrique, l'Asie, la Réunion, etc. On a tous des similarités, mais en même temps, on est tellement différents. Et dans d'autres pays, j'ai trouvé justement que c'est cette différence qui faisait leur force. Et donc, voilà, donc je pense que ça m'a beaucoup appris. Sur l'autre, mais comme je l'ai dit, sur moi-même aussi. Et donc, je reviens toujours en Guadeloupe. Mais j'ai besoin de cet ailleurs aussi pour pouvoir parfois mieux me recentrer. Voilà. L'ailleurs stimule aussi. Exactement. L'ailleurs inspire aussi. Tout à fait. Voilà, parce que ne serait-ce que si on revient sur les aliments, souvent ils utilisent exactement les mêmes aliments que nous, mais de différentes manières. Et donc on voit aussi le potentiel et c'est assez intéressant. Et voilà, je suis assez curieuse, donc du coup, ça me nourrit d'une certaine manière. Alors au niveau de ton environnement familial aussi, la cellule, même avec les enfants, le monsieur, est-ce que c'est un environnement aussi qui te permet de t'épanouir en tant que femme, entrepreneur, puisqu'on sait qu'il faut avoir la multiple casquette. Est-ce que tu arrives quand même à trouver les voies de cet épanouissement? Complètement. Même si on me voit moi, essentiellement, l'environnement est essentiel. Et d'ailleurs, sans l'environnement, je ne pourrais pas faire. Donc ça, c'est très clair. Je tiens d'ailleurs à remercier autant ma famille que mes amis, même les amis de mes parents, de ma famille, les amis des amis. En Famille élargie. En fait, en Afrique, on dit que pour élever des enfants, il faut un village. Et c'est clairement ça. J'irais même plus loin en disant pour monter un projet, il faut un village aussi. Donc dans les deux cas, je pense être assez bien entourée. Et comme l'a dit France-Aimée, j'ai aussi cette ouverture. J'aime rencontrer les gens, j'aime échanger avec les gens, j'aime créer ces connexions qui sont enrichissantes. Elles peuvent être juste de 5 minutes, comme de plus longue durée. Voilà, je prends en fait ce qui vient à moi. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est généralement, on attire ce à quoi on aspire. Exact. Donc voilà, donc du coup, dans mon éducation, on a toujours été très sur la solidarité, le partage, voilà, parce que j'ai toujours eu des implications associatives, etc. L'autre, de par aussi la profession de mes parents, où j'allais beaucoup travailler avec eux. Et donc du coup, je voyais les gens dans leur réalité, dans leur vie. L'empathie, exactement. L'écoute aussi, et puis voilà, tout ça où on valorise l'autre et indirectement, on se valorise aussi soi-même. Il y a toujours un échange, on est interconnectés tout simplement. Et de reconnaître ça, je pense que ça rend tout un chacun un peu plus humble. Et voilà, il ne faut pas l'oublier en fait, nous sommes tous des êtres vivants, on est au même niveau. Et moi, j'ai même été plus loin, j'ai fait aussi cette connexion avec la nature. Connexion qui jusqu'à maintenant m'oriente, me drive, entre guillemets, sur mes actions. Et donc voilà, donc... je ne vois pas qu'est-ce que je peux dire de plus. Par rapport à tes études, tu les as faites hors de la Guadeloupe, c'est bien ça? Oui et non. Alors, j'ai fait un bac SSVT. Ensuite, j'ai fait médecine ici. Ensuite, je suis partie faire de la biologie fondamentale, de la recherche fondamentale sur les cellules souches, notamment. Et ensuite, je suis revenue ici. Et j'ai fait un master en alimentation, nutrition à Filleul. Et en parallèle, j'ai fait d'autres formations. Donc, j'ai fait 2 masters en même temps.
Et donc, je suis repartie aussi pour me former de temps en temps, mais systématiquement, je revenais ici. Et j'ai aussi, toutes les autres formations, je les ai terminées ici. Parce qu'on avait aussi ces compétences et que systématiquement, je voulais trouver des formations qui s'adaptaient à ce que moi, je voulais faire, mais qui avaient la possibilité soit de se faire à distance ou soit d'avoir une antenne ici. Parce qu'on a des personnes très compétentes, on a des professeurs aussi qui transmettent. Oui, il faut le dire, hein, on ne le dit pas assez. Oui. Effectivement, il y a des gens de très très bon niveau ici. Je pense que l'offre de formation, ça reste vraiment une richesse parce que c'est le point de départ en fait. C'est à ce moment qu'on forme, qu'on construit et à partir de ce qu'on va transmettre, ça peut inspirer. Moi, j'ai eu de très bons échanges avec certains de mes profs à Fouilleul. Et encore maintenant, quand je les retrouve, mais ils sont super contents. Et donc, tu peux les saluer. Hein. Oui, je tiens. On se connaît tous très bien. Il y a des noms en particulier. Voilà. Madame Gustave Diduflo, qui faisait surtout la partie de neurosciences, parce que j'aime beaucoup les sciences, du cerveau en plus. Il y a aussi Madame... comment elle s'appelle encore Madame Selbonne. Il y a qui d'autre encore Enfin, il y en a pas mal. Il y a aussi Madame Lorenz qui fait un travail super. Il y a Monsieur Gros. Enfin, voilà. Aujourd'hui, ces mêmes professeurs, je travaille avec eux. Donc, c'est assez original. Il y a aussi Madame... comment elle s'appelle encore j'oublie son nom. Ça m'échappe. Mais oui, voilà, elle est dans le labo de biochimie. Et voilà, ce sont des personnes qui sont passionnées par ce qu'elles font et qui, du coup, transmettent de la passion et nous motivent aussi à faire des choses. Donc là, par exemple, aujourd'hui, de par mes possibilités, je suis structure accueillante. Donc, on accueille beaucoup d'étudiants voilà, qui nous permettent aussi de transmettre ce que nous-mêmes nous avons reçu. Et c'est assez intéressant parce que parmi mes salariés, il y a aussi des étudiants qui étaient... voilà. Donc, c'est assez intéressant et il faut vraiment comprendre en fait que tout est une question de transmission et voilà. Patrice disait tout à l'heure que tu avais un parcours exemplaire dans la présentation. Mais est-ce que ça veut dire que c'est toujours une ligne droite? Ah, mais absolument pas. D'accord. Absolument est-ce que tu peux nous donner quelques anecdotes dans ce parcours? Oui, en fait, comme j'ai dit, je suis assez curieuse. Donc, du coup, j'ai commencé par les sciences parce que c'est vraiment ce qui m'intéressait. Je me suis rendu compte qu'en faisant de la recherche très fondamentale, donc cellules souches, je n'avais aucune chance de rentrer chez moi. Donc finalement, j'ai pas mis de côté, j'ai fait un autre choix. Donc on appelle ça une double compétence. Et je suis partie sur la formation et la communication, donc rien à voir avec les sciences. Ensuite, je voulais quand même associer les deux, donc je fais de la communication scientifique. Et assez intéressant parce qu'au final, ça reste des profils très atypiques. Et à partir de là, je me suis beaucoup formée de manière autodidacte. Donc, j'ai fait aussi du marketing, du digital. Je fais aussi du commercial. Là, je vais bientôt me former en management. Je fais de la gestion de projet. Je fais aussi de la photo. La peinture m'intéresse, la musique. Enfin, voilà, qu'est-ce que tu fais pas? En fait, dès qu'il y a quelque chose qui m'intéresse, là, par exemple, avec des amis, on s'est challengé pour apprendre à parler du japonais. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la vie, c'est une dynamique et qu'on a encore aujourd'hui la chance d'avoir accès à l'information, ce qui n'est pas forcément le cas de beaucoup de personnes, beaucoup de femmes en plus dans le monde. Donc, il faut en profiter. Et quand je ne sais pas faire quelque chose, j'apprends. Et donc, voilà. C'est un bon principe. Qui t'inspire comme personnalité? Qui tu peux définir comme ton mentor? Qui t'a donné une envie d'être la femme que tu es? Je le dis souvent, l'une des personnes les plus influentes, ça a été Henri Joseph. J'ai grandi au biberon Henri Joseph. Donc, dès mes 4-5 ans, j'étais dans ses conférences. Voilà, je connais par cœur tous ses propos. En fait, il n'a même pas besoin de me parler, c'est logique, en fait. Donc, voilà. Lucien Degras aussi. J'ai eu la chance de le rencontrer et c'est grâce à lui que je suis rentrée, d'ailleurs. Il m'a dit, tu as la bonne formation, maintenant on va remplir. C'est bien ça comme phrase. Ouais, et il a pris le temps chaque mercredi de faire des séances avec moi pour qu'on puisse remplir justement. Et jusqu'à son décès comme ça, il m'a transmis. Marie-Gustave aussi m'a beaucoup appris sur les plantes. Elle est d'une sagesse, cette dame, et c'est extraordinaire. Tout est toujours OK. Bibliothèque, cette dame. Mais en plus, le pire, c'est qu'elle est encore hyper active, hein. humble. Oui. Parce que malgré tout son savoir,
Enfin voilà, Elle est dans la proximité. Elle est dans la Ouais, proximité, elle est vraiment très accessible et puis elle-même ne considère pas qu'elle est plus qu'une autre personne. Voilà, Donc ça aussi, c'est important. Après, j'ai d'autres mentors qui, surtout pour la partie un peu business. Mais voilà, j'ai vraiment grandi dans cet univers en fait. Et Pierre Rabhi aussi, indirectement. J'ai rencontré, donc ça, je suis super contente. Et puis là, dans la partie un peu start-up, puisque j'aime beaucoup ce format-là pour le côté disruptif, parce que voilà, comme je suis un peu hors norme, j'aime bien aller à l'opposé de tout ce qui se fait. Pas par rébellion, mais plutôt par curiosité. Voilà, puisque je me dis, mais si tout le monde va dans cette direction, dans l'autre direction, ça donnerait quoi en fait? Donc voilà, donc c'est comme ça que je teste, je mesure. Et donc Anthony Bourbon est intéressant parce qu'il était SDF avant et aujourd'hui il est millionnaire. Et ça lui monte pas pour autant à la tête, il vit dans un 40 mètres carrés. Enfin, voilà, ce côté humilité est assez intéressant, puisqu'on est dans un monde où l'ego finalement systématiquement prend le dessus. Et lutter contre ça, c'est aussi intéressant. Je pense que ça fait preuve d'une force mentale qui est assez intéressante. Voilà, donc moi je suis assez curieuse de la vie de manière générale, donc je me challenge parce que j'ai horreur, en tout cas, de penser que je sois venue sur Terre pour ne rien faire, quoi. Ça, c'est clair. Voilà. Pas pour faire beau. Voilà. Alors, on va venir sur le concept que tu défends. Il s'appelle Type au pays. Oui. Alors, ça m'a intéressé, je vais te dire pourquoi. Ça m'a intéressé au départ, parce que moi j'ai dit 2 petits aussi, et nous avons aussi, quand j'ai goûté les premières fois les pots qu'on a dans les supermarchés, je me suis dit, comment l'enfant peut manger quelque chose d'aussi dégueulasse? Non, mais c'est sérieux. Il le mange parce que c'est ce qu'on lui donne. Ouais, voilà. Mais je me suis dit, mais ça avait pas de goût, en fait. Je me suis dit, mais on peut pas demander aux enfants de manger ça, d'accord? Et à partir de ce moment-là, voilà. Alors, comment ça commence et surtout la manière dont tu as conçu le projet? Oui. Alors, comment ça a commencé? Très simplement, on était... tout le monde, je pense que tout le monde s'est rendu compte que il n'y avait pas forcément d'offres à l'époque. C'est clair. Donc, on doit donner à manger, mais bon, 2 solutions. Soit on prend ce qui est industriel et n'est pas forcément le plus gustatif, et au final faire ce compromis, parce que c'est pratique et ça arrange, mais ce n'est pas forcément au service de l'enfant, en tout cas sur plein d'autres sujets. Ou soit on fait soi-même. Donc, comme tout le monde, moi, j'ai fait pour ma première moi-même. Pour ma deuxième aussi, j'ai fait moi-même. Mais c'est surtout que on s'est tous rendu compte, je dis tous parce que je n'étais pas la seule, même avec d'autres amis, on en a parlé. Et on s'est dit, on a des compétences, on sait faire des choses. Donc en l'occurrence, il y en avait une qui était responsable qualité, une qui était chef, une autre qui était ingénieure en produits nutritionnels. Moi, en alimentation et nutrition et en entrepreneuriat, du coup, parce que j'étais la seule à avoir déjà entrepris dans le groupe. Et on s'est rassemblés comme ça, on en a discuté, on a fait un groupe, donc depuis 2017 à peu près. Et initialement, comme j'avais déjà Paroka à l'époque, donc initialement, une d'entre nous, autre que moi, aurait porté le projet. Et finalement, ça a évolué, donc on a développé sur le projet petit à petit, parce qu'on avait chacune nos réalités, notre quotidien. Et finalement, en 2018, je suis tombée enceinte. Et je leur dis, non mais les filles, il faut vraiment que ça sorte avant que ma fille naisse, parce que moi j'ai besoin je bosse, il faut que ça soit pratique et j'ai besoin qu'elle mange des choses meilleures que ce qui existait, puisque ma première, je lui avais donné initialement des pots bio et elle avait littéralement refusé. Donc du coup, heureusement que j'avais maman et la nounou qui faisait, puisque moi je finissais mes études à l'époque pour ma première. Et donc pour cette deuxième, il fallait absolument que je trouve une solution pratique, mais qui corresponde quand même à mes valeurs. Et donc une chose en amenant une autre, ça n'avançait pas. Moi, je suis assez impatiente. J'aime bien que les choses aillent vite. Et donc, j'aurais dit, bon, écoutez, moi, je sais faire des e-books, puisqu'avec Paroka, on en faisait déjà. Donc, on va au moins sortir un e-book pour voir si le sujet intéresse. Et en vrai, c'est comme ça que ça a commencé, puisque de l'e-book, c'est passé au livre. Et le premier livre est sorti en 2019, donc en décembre 2019. Ça a fait ça a été super bien accueilli, en fait. Oui. Exactement, on était en rupture de stock tout de suite, au bout de même pas un mois après la sortie. Et donc là, il y avait quelque chose à faire. Donc j'ai fait un guide, ensuite un deuxième, un troisième qui a suivi finalement l'évolution de ma fille. Et au bout du troisième, certaines personnes nous disaient, oui, mais les vrais typos, ils sont où en fait?
C'est logique. Voilà. Et puis, il y a eu la période du confinement qui aussi nous a donné ce temps de réflexion. On a fait le point avec mes autres amis. Donc, il y en a qui sont restés dans le projet, il y en a qui sont finalement partis parce qu'elles avaient d'autres priorités. Et donc, on a fini par se retrouver à 3. Donc, elles m'ont aidé à écrire sur leur domaine d'expertise ce livre. Mais la majorité du livre correspondait un peu à mon expérience, puisque j'ai retiré cette casquette de scientifique pour mettre plutôt la casquette de maman. Et je laissais les autres, en fait, apporter cet aspect quotient scientifique, donc pédiatre, nutritionniste, diététicienne, chef culinaire, etc. Donc, on a fait ensemble ce livre. En tout cas, ils ont corrigé certaines choses que moi, j'avais faites pour me donner plus d'expertise. Et donc, au bout du 3e, on s'est dit, bon, on va lancer le projet agroalimentaire parce qu'il est demandé. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a lancé la campagne de crowdfunding. On avait déjà validé le projet, en tout cas en rédactionnel, process, etc., puisqu'on avait une chef avec nous, et donc qui avait fait la documentation pour savoir précisément comment on allait procéder. Et de la campagne de crowdfunding, on attendait en fait de voir si le projet était validé. Et c'est comme ça en fait que ça a démarré réellement, la partie agro en tout cas. Le concept, lui, avait déjà démarré depuis 2 ans auparavant. Et 2020, donc ça a été l'année de construction du projet agroalimentaire de Typo Pays. Donc, on connaît un financement participatif à 2 reprises. Ensuite, on a pu lever quelques fonds, notamment auprès de la banque. Et on a commencé par faire les travaux du local, donc le laboratoire, le construire, parce que malheureusement, on n'a pas d'offre de laboratoire partagée en Guadeloupe, ou tout au moins, c'était hyper difficile d'en trouver. En tout cas, de manière business bien validée. Sauf si on a un ami, donc on a eu quand même de la chance parce qu'on a eu quelques amis chefs à l'époque, comme il y avait le Covid, donc le resto était fermé, qui nous ont passé du coup leur cuisine, qui nous ont permis de faire nos premiers tests. Ça existe, les laboratoires partagés? Ça existe ailleurs. Comment ça fonctionne? En fait, c'est un laboratoire professionnel qui est mis à disposition, qu'on peut louer à la journée, au mois, en fonction du projet, qui permet surtout de prototyper avant de faire des investissements. C'est une très belle idée, ça. Oui, mais ça existe maintenant. Ah, vous l'avez fait? Non, on l'a fait puisqu'on ne l'avait pas. D'accord, vous avez fait le vôtre ou il est Alors, on à a fait le disposition nôtre, aussi? on a créé notre propre laboratoire. Et comme on est en processus de changement d'échelle, ce qu'on n'en aura plus besoin, on le mettra à disposition en partagé. Bravo. Et tout ce que vous avez fait de la levée de fonds, c'était en Guadeloupe? En Guadeloupe. D'accord, c'est bien de préciser quand même. Alors, pour la levée de fonds, je suis passée par une plateforme qui était en Hexagone, mais j'ai bien précisé de bloquer au territoire des Antilles d'abord, pendant un certain temps. Et au final, quand ça a été ouvert au national, ça a clôturé la levée, mais la majorité des investisseurs sont des Antilles et de la Guyane, et en tout cas de la diaspora. On est sur quelle assiette pour le projet global? Alors, on a levé 25 000 en dons, qui nous a permis de renforcer notre apport personnel. Donc, du coup, j'ai pu, moi, aller prétendre plus, entre guillemets, auprès de la banque. Et sur la partie prêt rémunéré, on a eu 160 000. Très bien. Voilà. Bien, donc, ça nous a permis de faire le local, les travaux, d'acheter les machines également, puisque, il n'y avait pas de machine avec, en tout cas, à la hauteur de ce qu'on voulait. Et donc, ça nous a permis de mettre ça en place, mais surtout aussi la partie recherche et développement. Donc, on a eu une avance remboursable aussi. Donc, le fait d'avoir une traction, des personnes qui nous suivent, entre guillemets, ça a pu crédibiliser le projet et ça a pu permettre à d'autres financeurs, comme par exemple je sais pas si la banque et d'autres financiers, de nous rejoindre et de faire confiance à ce projet, puisque, comme j'ai dit, on est sur un format start-up. L'inconvénient et l'avantage de la start-up, c'est que ça va très vite, mais ça prend aussi un certain temps qui demande beaucoup d'argent. Parce qu'il faut prendre le temps de valider le produit, de valider le marché, de valider les concepts qui se veulent différenciants. C'est-à-dire que nous, notre objectif, c'est de pas de refaire ce qui est déjà sur le marché, mais de faire vraiment à l'opposé de tout ce qui est déjà sur le marché. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on propose, et qu'on est la seule marque à proposer, des petits pots bio et frais. Voilà. Donc, c'est une tendance qui est en cours. Les grosses marques nationales et internationales sont davantage vers cette dynamique, parce qu'on se rend compte qu'en fait, ce qui doit être logique, manger sainement, ne l'était pas avant, et qu'on est en train de tendre à nouveau vers ça. Donc, on a voulu le proposer, mais avec les produits de chez nous. Donc, on ne fait exclusivement que des produits locaux.
On ne rajoute pas de matière importée, pas de lait, pas de céréales, pas de ce genre de choses pour le moment, en tout cas. L'approvisionnement, ça se passe comment? Alors, c'est super intéressant parce que là, juste avant de venir, j'étais sur mon petit marché et les agriculteurs étaient contents, mais en même temps pas très contents parce que j'arrive et je dis je prends tout en fait. Donc voilà. C'est un partenariat. En ce sens, on n'a pas défini en fait une gamme de 10 saveurs pendant toute l'année. C'est complètement stupide de penser à ça. On a des saisons. Voilà, et le gros avantage de ces saisons, c'est l'abondance. Et donc, nous, on fonctionne sur la saisonnalité. Et auprès des agriculteurs, parce qu'on n'est pas non plus là pour les forcer, on est là plutôt pour les soutenir, d'être un tremplin pour les aider à structurer cette filière et à la développer, donc la filière bio en l'occurrence. Et du coup, nous, quand on s'adresse à eux, on leur dit, mais qu'est-ce que vous avez ? Et on adapte du coup nos recettes en fonction de ce qu'ils ont, quelle que soit la quantité qu'ils ont. Il faut aussi préciser l'aspect nutrition, puisque les saisons, le type d'aliment qui prévaut sur une saison correspond à un besoin du corps. Clairement, clairement, parce que il faut, dans l'alimentation infantile de base, c'est censé nourrir. Voilà. Et nourrir, c'est apporter un certain nombre de nutriments essentiels au bon développement de l'enfant. Sauf que la manière dont c'est préparé, on ne retrouve plus trop ces nutriments en fait dans les aliments infantiles. Et donc nous, on a voulu faire l'inverse et donc prioriser sur le goût, parce que c'est la phase où l'enfant a les papilles hyper stimulées et donc il a 1000 fois plus de papilles gustatives que les adultes. Donc du coup, l'enfant, il ressent tout de manière exponentielle dans la bouche. Donc c'est à ce moment, en fait, qu'il faut lui présenter les goûts pour qu'il capte, qu'il les identifie, qu'il les intègre et qu'il sache que, bon, quand tu vois une prune verte, c'est potentiellement une prune de Citer, en fait. Donc le goût authentique. Donc nous, nos produits n'ont absolument aucun additif. On ne cherche pas ni à masquer. On propose des monosaveurs. Par exemple, on a un petit pot prune de Citer, un petit pot, banane, figue pomme, un petit pot mangue, mais c'est que ça en fait. Parce qu'il faut déjà identifier ça avant d'aller le mélanger, pour que ce soit pratique, technique, industriel, etc. On n'est pas dans cette démarche-là. Même du citron, parfois, c'est très rare qu'on en rajoute, alors que le citron pourrait aider pour la conservation. Mais on a fait le choix de ne pas biaiser le goût authentique en fait de l'aliment. Et ensuite, préserver ces nutriments. Donc, dans le choix de mode de cuisson, nous, on est sous une cuisson douce. On perd plus de temps, c'est vrai, mais derrière, le produit qualitatif est beaucoup plus intéressant. Et au goût, l'enfant fait clairement la différence. Donc, le produit parle pour lui-même. Mais au-delà du produit, ce sont surtout des valeurs en fait, qu'on exprime. Donc des valeurs qui me sont propres, personnelles, mais que je partage aussi avec le reste de mon équipe. Toutes sont amoureuses en fait de l'ancrage et de la culture guadeloupéenne. Moi, ça me donne envie de faire un autre enfant. Quoi. Pas moi. Allez-y. Allez-y. J'ai donné. Et je suis comme Rachel, j'ai fait moi-même au début. 25 ans et 23 ans. Donc j'ai fait. Et à l'époque, j'étais en métropole, oui. J'allais au marché tous les jours et je préparais mes petits pots. Mais je n'ai jamais acheté de petits pots pour mes enfants. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'acte de donner à manger à son enfant, il y a tellement de plus que juste de lui donner un aliment, en fait. C'est clair. Et c'est pour ça que parfois, quand on me dit j'ai eu cette idée, ou oui, tu as une idée similaire, mais tu n'as pas eu cette idée parce que ça va beaucoup plus loin. Moi, tout ce qui nourrit l'idée, c'est mon expérience personnelle, ce sont mes convictions, ce sont mes valeurs, c'est ma logique, c'est mon rapport à la vie, tout simplement. Pour moi, il n'y a pas plus logique que de transmettre sa culture, que de rester cohérent dans ce que je propose comme produit. On ne peut pas vouloir parler de santé et à aucun moment on donne de la santé, en fait, dans ce qu'on donne à manger à notre enfant. Donc, ça va beaucoup plus loin. Et oui, c'est compliqué, puisque c'est à 360 degrés et ce n'est pas un projet juste commercial. Mais en même temps, c'est ce qui lui donne du sens. Et au final, moi, c'est le sens qui me motive. Parce que si je devais rester sur quelque chose de uniquement pécunier, je n'aurais pas fait une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Et 2, je n'aurais pas fait d'entreprise ici, tout simplement. De par ma formation, je peux travailler n'importe où dans le monde et être très bien payé, en fait. Et mon engagement, il est pour le sens. Il est pour le sens que j'ai envie d'apporter à mon territoire, par amour, justement, pour ce territoire. Je comprends ce que tu dis, mais je pense aussi qu'il faut qu'on casse aussi ces codes-là. Parce que très souvent, on a un rapport à l'argent qui est bizarre. C'est-à-dire qu'en entrepreneur, souvent on dit, c'est la culture syndicale aussi, monsieur son entrepreneur, il a l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est lui aussi qui prend les risques.
Clairement. C'est lui aussi qui engage ses fonds. Tous les risques. C'est très important de le préciser. Il va se coucher à 2 heures Tous du les matin, risques. c'est lui qui tremble. Clairement, C'est lui on est d'accord. Quand il y a un cyclone, c'est lui qui se dit, ouais, qu'est-ce qu'il fait, quand j'en ai fait. Exactement ça. Il faut qu'on arrête avec ça. Oui. Et Et je cette le dis espèce d'ailleurs. de cassure qu'on fait entre... Alors, ça veut dire qu'il y a les entrepreneurs d'un côté et le petit peuple. Qu'est-ce que ça veut Non. dire? D'ailleurs, c'est très important que vous le dites tous les deux parce que c'est pas parce que je suis chef d'entreprise que je suis moins humaine. C'est pas parce que je suis chef d'entreprise que je suis omnibulée uniquement par l'argent. Je suis aussi motivée par le sens et par l'impact. C'est pas parce que j'ai fait le choix de vivre de ça et de faire du business, donc j'ai un rapport à l'argent qui est très OK. Moi, je parle d'argent sans souci parce que c'est OK. Je sais qu'est-ce que l'argent. Je lui ai donné une définition bien précise. Pour moi, c'est un moyen de transaction, tout simplement. Ce n'est pas le seul. Et avec ou sans, dans tous les cas, je fais en fait. Mais tu pourrais être aussi, il faut le dire aux jeunes, tu pourrais être aussi intéressé par l'argent. Mais je suis intéressée par l'argent, sinon je n'aurais pas fait le business. Mais très souvent, clairement. Non, mais il faut, c'est important de dire ça, parce que des fois, on critique celui qui est stimulé. Si sa stimulation, c'est l'argent, il peut avoir sa stimulation. Maintenant, il ne faut pas que dans le cadre de son entreprise, qu'il ponctionne ses employés, qu'il ne soit pas juste dans cette dynamique-là. Parce que qu'est-ce qui se passe? Parce que, alors, juste pour finir ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on dit ça, ah, monsieur là, il se peut que cette personne-là qui est stimulée par l'argent, dans son enfance, ait souffert de manque. Et donc, il a développé dans sa culture business, il a développé ce stimulant-là. Donc, d'accord, c'est important. Mais après, ça peut être l'argent, ça peut être tellement d'autres choses en vrai. Voilà, c'est ça. Et il y a pléthore de stimulants. En vrai, moi personnellement, j'ai pas souffert d'argent pour autant. Je sais que c'est moi qui fais l'argent, donc j'ai pas de problème avec ça non plus. Je sais que j'ai une capacité de créer, de pouvoir générer de plusieurs manières. Et donc ça me donne aussi une certaine tranquillité d'esprit. Après, je sais aussi que on est dans un système où c'est l'argent en fait qui permet de faire des transactions. Donc quand tu n'en as pas, si j'avais pas d'argent, j'aurais pas pu construire mon labo, j'aurais pas pu produire, j'aurais pas pu faire un certain nombre de choses. Donc il en faut, c'est clair. Après, il faut le laisser à sa place. C'est ça. Et c'est pas mal en fait d'en parler parce qu'aujourd'hui, quand je gagne de l'argent et quand quelqu'un achète mes pots, je dis bien quand quelqu'un achète mes pots, sinon je n'aurais pas fait un business. Derrière, moi, je crée des emplois. Donc, des personnes ont un pouvoir d'achat, ont une vie, tout simplement. Donc, il y a en fait ça peut être dans un cercle vertueux. Et c'est ce que moi, j'ai décidé de pratiquer. Et ça me va parfaitement. Moi, quand j'entends Rachel, ça me conforte en fait. L'argent renforce ce que tu es déjà. Alors, c'est à la base. C'est bon. C'est un moyen. C'est un moyen, c'est tout. Et il faut parler de l'argent, justement. Et d'ailleurs, je pense même que la dynamique business n'est pas ambivalente avec le sens, tout à fait, avec quelque chose de sain. Voilà, maintenant, aujourd'hui, on parle de capitalisme humain. Enfin, ça a toujours été une question d'humain, en fait. Les personnes qui font les business, ce sont des humains. C'est d'abord ça. Donc, voilà, moi, je suis OK avec tout ça. Donc, voilà. Très bien. Tu es chez toi, Culture Business, puisque ce sont des idées que nous voulons défendre, puisqu'on a un territoire à construire mentalement dans cette réflexion-là, qu'il n'y a pas justement, il y a trop souvent de clivage. D'accord? Donc, ça veut dire que vous êtes mal vu parce que vous êtes entrepreneur. Alors, des fois, il y a des gens qui te disent, ah, mais c'est en entreprise qui a roulé un bon gros voiture. Mais est-ce qu'on est combien l'année sacrifiée? Mais c'est l'argent, il pas roulé un gros voiture, c'est parce que tu as toujours des voilà, c'est pas comme ça qu'il faut analyser les choses. Donc, si tu veux rouler dans une grosse voiture aussi, fais comme Rachel, bats-toi. Moi, je ne roule pas dans une grosse voiture pour le moment, peut-être qu'un jour. Après, moi, j'aime bien aussi. Enfin, après, moi, personnellement, je préfère mettre mes sous dans de l'expérience. Très bien. Plus que dans du matériel. Et je tiens aussi à préciser que l'économie est essentielle pour le développement d'un territoire. Donc, on ne parle pas sous, on ne peut pas faire du business avec l'extérieur, l'intérieur. Enfin, voilà. Ça fait partie d'un moyen, c'est pas le seul moyen, je tiens aussi à le préciser. La compétence, l'intelligence, l'échange de bons procédés, ça peut être par nature, etc. Il y a différents moyens en fait d'échanger, de faire des transactions. Il faut juste qu'on se réconcilie un moment avec ça. C'est ça. Parce que je sais aussi, et ça j'en suis parfaitement consciente, que notre histoire y est pour beaucoup. Mais à un moment, il faut arrêter de faire de cette histoire une faiblesse, mais plutôt une force. Donc voilà, moi j'ai toujours été OK avec ça. Je pense que c'est aussi de par mon éducation, puisque j'ai toujours très bien connu tout ce qui était esclavage et autres commémorations. Voilà, mes parents sont très afrocentrés, mais ça ne m'a jamais privé de pouvoir utiliser les autres outils
du reste du monde, entre guillemets, parce que d'autres communautés le font très bien et c'est pas forcément au dépit de ce qu'elles sont elles-mêmes, quoi. Très bien. Francine, tu as une question? Est-ce qu'aujourd'hui, la création de la start-up, c'était en quelle année? Alors, on a créé la société était immatriculée en 2021. 2021, donc ça l'année fait un an. dernière. Donc là, vous n'êtes pas encore dans une phase de stabilité, vous êtes encore là en train d'avancer. La vision pour dans 3 ans, c'est quoi alors? Chiffré, s'il te plaît. Oui, Dans parce que 3 ans. je parle comme ça parce que c'est pour donner une idée Oui, pas de souci. précise à nos téléspectateurs. Oui, y a pas de Combien souci. de pots, combien de chiffre d'affaires, combien d'employés, ça c'est clair. qu'on Oui. dit ça. Ben, j'ai une vision précise sur 5 ans, pour tout vous dire. Donc après, le format particulier de la start-up, qui est vraiment très différent d'une entreprise classique. Et ça, il faut vraiment l'entendre. La start-up, c'est un marathon. Voilà. On est en train de construire une fusée. On n'est pas là pour faire de l'artisanat, très clairement. L'artisanat, c'est très bien et il en faut. Sauf que moi, j'ai fait le choix de ne pas en faire. Très bien. Et donc, du coup, moi, j'ai un objectif industriel. On espère très clairement, d'ici cette période, d'y arriver. Là, on est déjà sur un changement d'échelle. Donc, on a plusieurs phases de preuve de concept, d'amorçage, de développement, de duplication, d'internationalisation également, etc. Ce sont des choses qui sont très claires pour moi. C'est le choix que j'ai fait sur ce format-là. D'autres entreprises ne sont pas obligées de le faire. Ils peuvent être sur un format très classique. Il faut savoir que ce que nous, on essaie de mettre en place sur une période d'1 an à 3 ans, en général, pour une entreprise classique, ça prend entre 10 et 30 ans. Donc, ça va très, très vite. Et pour ça, ça demande beaucoup d'agilité, beaucoup d'énergie et d'implication. Donc, voilà, il faut avoir de l'énergie, quoi. Moi, j'en ai quand même pas mal à revendre. Donc, du coup, ça me fait mon petit sport quotidien. C'est pas évident parce qu'on n'est pas forcément sur un territoire qui a cet écosystème et cette culture start-up hyper développée. C'est naissant, ça arrive. J'espère qu'il y en aura d'autres, très franchement, parce que je pense vraiment que ce format est un format qui nous permettrait de rattraper notre retard, mais du retard qu'on peut dire, retard en tout cas aujourd'hui, nous permettra d'analyser ce qui s'est passé ailleurs et de faire mieux, entre guillemets. Voilà. Et donc finalement de prendre de l'avance. Bien. Alors justement, que devient Paroka? Alors, bonne question. Paroka est en stand-by. Aujourd'hui, c'est un choix personnel et aussi stratégique que de ne plus faire le format qu'on faisait avant, puisque c'était un format qui était assez énergivore et je n'avais plus envie d'aller dans cette dynamique. Idéalement, j'aimerais en faire un labo de biotechnologie. Ça a toujours été ça le projet initial. Donc, il était un peu avant-gardiste, parce que quand j'ai expliqué comme ça, on ne comprenait pas. C'est à la Réunion uniquement qu'on a compris ce projet-là. Et d'ailleurs, on m'a même proposé de venir, en fait, le faire carrément à la Réunion. Finalement, c'est le Covid qui m'a retenue. Et semblable à une contrariété, une chose en amenant une autre, ça a débouché sur Typo Pays. Et donc, Paroka est plutôt en stand-by. Et on développe des choses en sous-marin. Donc, c'est bien là. Ça fonctionne. On n'entend pas forcément parler, mais c'est toujours vivant et ça fonctionne. Voilà. Alors, on va revenir sur ton catalogue produit, Typo Pays. Est-ce que tu peux nous présenter j'ai vu quelque chose sur le gombo. Oui, alors, c'est en exclusivité parce que ça m'a marqué. C'est la nouvelle saveur, justement. Oui. Donc, on va sortir là. Étonnant, agréablement surprise. Moi, je suis admirative de nos produits. À chaque fois, je suis émerveillée. Énorme. C'est extraordinaire. On va sortir aussi la banane fig pomme. Ça sentait le caramel, en fait, dans notre labo. C'était magnifique, quoi. Donc, oui, le gombo, on a décidé de le traiter parce que c'est un très bon aliment. Et un peu comment dire, un peu décrié, voilà, mal aimé des enfants. Dégluant. Donc, du coup, c'était un peu compliqué. On a fini par trouver des recettes avec le gombo. Donc là, on a sorti le poyo gombo. Et au final, qui est juste magnifique, quoi. La texture est juste top, elle est nuageuse. Et donc, je suis super contente. Et donc, voilà, on fait énormément de recherche et développement pour apprendre à connaître nos aliments, à les maîtriser. C'est vraiment très important. Et en termes de saveurs, comme je l'ai dit, on ne s'arrête pas à 4-5 saveurs. Aujourd'hui, on en a d'enregistré 45, 50 même, puisque les filles en ont fait de nouvelles depuis. Et on les ressort en fonction des saisonnalités de la saison. Qu'est-ce qui fonctionne bien? Alors, on a eu un best-seller, ça a été la mangue. Voilà.
Les gens ont Ah, adoré. tu manges des petits pots, toi. Sinon, En cachette. Sinon, un deuxième. Oui, dit-elle. Sinon, un autre qui fonctionne très très bien, c'est le giromon, puisque la Ouais. manière dont on le prépare, ça rappelle la gyromonade. Voilà. Sinon, on a aussi la goyave, qui est magnifique. Et sinon, d'autres saveurs comme ça, mais qui fonctionnent. Et en fait, au final, ça reste en fonction des goûts des enfants. Parce que souvent, ce sont les parents qui goûtent et qui... Aujourd'hui même, qui sont très contents quand le bébé n'a pas terminé pour terminer le pot. Des parents qui ne mangeaient pas forcément de pot avant d'enfants. Donc, quelques saveurs comme ça. On a de la papaye verte, qui est aussi très bonne. On a la courgette. On a le 50 hommes aussi. 50 hommes, c'est quoi? Le 50 hommes, c'est un gros concombre ancien. Ben, je ne connais pas. Qui est super bon. Il a un petit caractère quand même, mais il est super bon. Ouais. Et on essaie en fait de mettre en avant mais les variétés peu connues, plus rares. Et encore ce matin, je disais à mes agriculteurs, plantez tout ce que vous voulez, plantez parce que il m'en faut là, il m'en faut. Et donc c'est super intéressant. Et, par exemple, on a pris des malangas, des ados. Enfin voilà, on veut vraiment que l'enfant ait cette diversité. Et est-ce que quand tu parles de mangue, c'est un dessert ou c'est... Comment? alors on fait les deux, puisque l'avantage aussi de nos aliments, c'est qu'ils sont versatiles. Donc par exemple le giromon, on a une version légumes, donc giromon seul, et on a une version dessert, giromon ananas. Ouais, c'est bien de préciser ça. Voilà, qui est assez original. La Christophine aussi, pareil, on l'a en légumes, on l'a aussi en dessert. On a de la patate douce mangue, qui est un dessert. Oh là là. On a le camanioc banane, peut être un repas sur un dessert. En fait, on a vraiment ce côté choix. Donc les monolégumes sont vus comme des bases et les parents aussi chez eux, ils peuvent tester d'autres recettes. Voilà, on veut rester sur une dynamique pratique, mais pas empêcher aux parents de faire, loin de là, au contraire, parce que quand on fait à manger pour son enfant, on transmet aussi de l'amour, Oui. on transmet aussi de tout ce que j'ai dit, de la culture, enfin voilà. Et donc voilà, nous on est vraiment, l'objectif de Typopéi, c'est vraiment d'accompagner les parents, les familles à devenir des locavores en conscience et dès le plus jeune âge. C'est notre mission. Eh bien, je crois que tu l'as réussi bien, cette mission-là, non? Alors, concernant est-ce que dans tes projets, c'est uniquement les enfants ou vous avez d'autres idées pour les gens comme moi qui vont bien avoir un petit truc, hein? Tu dis que je goûte, mais je sors. Non, mais ça donne Je sens que des informations exclusives ici, là. C'est extraordinaire. Il faudra qu'on signe un contrat. Hein. Oui, effectivement. Regardez, nous on rigole, mais derrière, là, il y a Jordan qui a fait déjà. Effectivement, on a sorti aussi une gamme pour les personnes âgées, mais qu'on pour le moment on distribue plutôt via les professionnels et pas encore au tout public, sauf quand on nous demande, on dit que voilà, ça existe et donc si ça vous intéresse, qui est aussi compatible aux personnes qui sont diabétiques, hypertendues et autres. C'était ça. Voilà, parce que comme mes parents sont professionnels de santé, donc forcément, on avait cette sensibilité sur ce public. Et au final, on a décidé de s'adresser au public sensible. Parce que ce sont souvent eux qu'on laisse un peu de côté. Donc les enfants, les personnes âgées, les personnes de pathologie chronique et aussi les familles en situation de précarité. Donc on a décidé de s'occuper de ces gens-là d'abord. Et ensuite, pour s'amuser, si on a un peu de temps, allez, on fera des choses pour tout le monde. Voilà. Alors, comment tu te vois sur l'export? Comment tu conçois la chose? Ah, mais je ne m'y vois pas, j'y suis déjà. Hein. Explique-nous alors. Ce sont des opportunités, clairement, et on les saisit. On fait avec nos moyens et on s'améliore au fur et à mesure. Donc là, on a lancé la distribution en France, donc en Ile-de-France et aussi sous le reste de l'Hexagone par livraison. Donc avec notre partenaire la Maison des Antilles. Et on aspire là d'ailleurs, on va déployer sur notamment le reste de la Caraïbe, les dépendances aussi, Marie-Galante, etc. C'est important que le produit reste accessible. On est aussi sur la Martinique, donc avec notre partenaire Creole Market, qui reste toujours dans les mêmes valeurs que nous. Valoriser les produits de chez nous, les rendre plus accessibles, etc. Donc, la clientèle, c'est la diaspora ou c'est... Pas que. Voilà. Pas que. En vrai, c'est extraordinaire parce que aujourd'hui, il faut bien noter que le manger sain, c'est quelque chose qui est en plein essor. Tout à fait. Et dans le manger sain, ce qui revient le plus souvent, ce sont les produits tropicaux.
Donc, dans Manger sain, on parle souvent de l'avocat, de la grenade, de la banane, de ceci, de cela. Et au final, ce sont des choses ce sont nos produits. Donc, ça veut dire que l'intérêt pour les produits tropicaux est grandissant. Et donc, typiquement français du 16e, aime aussi sa petite mangue. Voilà. Donc, on apporte à toutes ces personnes qui ont envie de découvrir la richesse de notre biodiversité, à le découvrir à travers nos produits. Bravo, bravo. Rappelle les coordonnées parce qu'on va faire un quiz. Il faudra répondre rapidement. Pas de souci. Alors, on peut nous trouver sur tous les réseaux. Sinon, au 06 90 810 828. De ne pas hésiter à nous laisser des messages WhatsApp. On y répond quand on est dispo parce qu'on est aussi en production. Sinon, les autres infos sont sur le site www.typopays.fr. J'ai eu du mal à trouver un numéro de téléphone, donc il faut rectifier ça. C'est vrai. Alors, Vraiment. c'est le numéro que je viens de donner, qui est en principe sur les différents réseaux ou sur le site. On y accède ou par mail. hello@typopays.fr. On y répond. Ça marche. On te souhaite bonne continuation. On te souhaite vraiment de l'énergie. Tu l'as. Cartonné, voilà, le succès. Merci. Voilà. Alors, on va répondre à un petit quiz. On a très peu de temps. On va essayer d'aller très vite. Alors, tu réponds rapidement à la question. Oui. Alors, ta culture business, c'est quoi? Start-up. OK. La Guadeloupe, c'est une île, un archipel, un département, un pays ou une étape? Tout à la fois, effectivement, un pays et une étape, stratégiquement. Très bien. Guadeloupéen, il nous manque quoi? Le mental, la solidarité, la niaque, la chance, le savoir-faire. Plus de confiance et plus d'amour. D'accord, on va rajouter ça, tu vois. La solution pour l'entrepreneuriat, est-ce que c'est plus de subventions, plus de dispositifs d'aide pour les porteurs de projets ou ajouter une matière à l'école qui serait entreprendre? Formation et accompagnement. Très bien. Alors, ta descendance, ton souhait, c'est bien ton souhait. Est-ce qu'ils feront ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils seront des entrepreneurs comme toi? Est-ce qu'ils prendront ta suite dans le business familial ou est-ce qu'ils seront fonctionnaires? Épanoui et libre. Et la dernière question, et si c'était à refaire, tu changerais quoi? Non, rien. Très bien. Merci. Voilà, c'était le Culture Business de Rachel Lolia, à qui nous souhaitons longue route. Comme on est en approche de la route du Rhum, bon vent. Merci Va beaucoup. aussi loin que touche le ciel. Vraiment. C'est une fusée qu'on est en train de construire. On est très fiers de toi. Même. On est très fiers de toi. Et je transmets justement ce sentiment à toute ton équipe. Vraiment continuer. Et sur la transformation, de toute façon, il faut dire aux gens, c'est là qu'il faut aller. Il y a beaucoup de choses à faire. Se nourrir, c'est le besoin primaire. Voilà, c'est ça. Tout est à faire parce qu'on ne fait que de l'importation surtout. Donc c'est là qu'il faut aller. On arrêter de plairer, oui, pas ici. Créer. Et il y a une filière qui nous ouvre les bras. En plus, comme Rachel l'a bien dit, à l'export, il y a une forte demande. On a soif de tropiques. 1,1 million de tonnes de produits tropicaux importés. D'accord. Donc tout est à faire. Même de l'autre côté. Au niveau de la... C'est significatif, hein? Mais bien sûr, l'aquaculture, on ne cesse de le dire aussi ici. Aller vers ça, nous appeler toute la journée, pas ni poisson, pas ni ci, pas ni ça. Alors qu'on peut faire localement, transformer, ensuite, il y a un marché énorme. Merci. D'autres le font, on peut le faire. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt. À bientôt.